Merci de rejoindre Actu 30 Télévision pour cette livraison d'informations. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Une cérémonie d'adieu aux victimes des manifestations anti-Monisco a eu lieu ce vendredi à Goma. 10 corps sans vie ont été exposés au stade de l'unité à présence des habitants, mais aussi de familles d'illustres disparus très consternées. Soutien des forces armées rwandaises aux côtés de rebelles M23 pour occuper la République démocratique du Congo. Un rapport de 2 experts de l'ONU vient confirmer cette thèse défendue par Kinshasa qui a toujours dénoncé l'implication de Kigali dans l'insécurité qui sévit à l'est du Congo-Kinshasa. Plusieurs réactions sont suivies, les détails à suivre dans un instant. Lancement ce vendredi d'une campagne intitulée Face aux fake news et à la désinformation ayant les réflexes du fact-checking. Campagne organisée par l'association des médias en ligne en collaboration avec Internews. Elle vise à lutter contre la manipulation en ligne par la vérification de l'information. Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. L'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 jusqu'en juin 2022. C'est ce qui ressort du rapport d'experts missionnés par les Nations Unies, transmis au Conseil de sécurité. Dans ces mêmes documents, les experts de l'ONU indiquent que Kigali a également fourni des renforts des troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer des villes et zones stratégiques. Les auteurs de ces rapports affirment avoir de preuves de l'implication directe du Rwanda unilatéralement ou conjointement avec les combattants du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les autorités congolaises ont toujours accusé Kigali de soutenir ces rebelles, tandis que le Rwanda n'a cessé de démentir son implication. Il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC, avait notamment affirmé Félix Tshisekedi en début du mois de juin. Le président rwandais Paul Kagame ne cesse quant à lui de dénoncer pour sa part une coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Implication du soutien des forces rwandaises aux côtés du M23 pour occuper la RDC, le rapport des 2 experts de l'ONU vient corroborer la position de Kinshasa qui a depuis longtemps dénoncé la main noire de Kigali dans l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. À travers les médias et les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Pointé du doigt, le Rwanda par sa porte-parole du gouvernement a dans un communiqué estimé que son pays a le droit d'anticiper toute menace contre la sécurité de ses citoyens. Pour Yolande Makolo, le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise. Fin de citation. Au Congo-Kinshasa, le gouvernement congolais salue ses travaux et note que le Rwanda ne peut plus démentir les accusations et doit reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité du pays. Dans un communiqué rendu public le jeudi dernier, le ministre de la Communication et Médias, au nom de son gouvernement, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner cette énième agression rwandaise et d'en tirer toutes les conséquences afin d'obtenir le retrait définitif du M23 de toutes les localités occupées et de soutenir les processus judiciaires devant aboutir à la condamnation des coupables et à la réparation en faveur des familles de victimes. Christophe Mbosoko Diampouanga, président de la Chambre des représentants, dénonce également cette agression et affirme, je cite, « Pour accuser le Rwanda, je ne blague pas, même en face du président Kagame, je lui dirai de retirer ses troupes. » Fin de citation. Sur son compte Twitter, Martin Fayulu, l'opposant congolais, affirme que les déclarations des experts de l'ONU confirment ce que tout le monde savait. Le président du parti politique SID finit son message par exiger une fois de plus l'exclusion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. La décision du gouvernement d'expulser le porte-parole de la MONUSCO est saluée par nombreux. Dans une interview accordée à Actu 30, le député national Jean-Marc Lombakou félicite et encourage le gouvernement pour cette décision courageuse et ferme. Pour l'élu des Lodja dans le Sankuru, le gouvernement congolais a le devoir de protéger sa population. La sécurité nationale est une question de souveraineté et donc notre pays vient de poser un acte de souveraineté à faveur de sa population. Il est inimaginable de voir que la MONUSCO, qui est une mission des Nations Unies,
qui est venu pour la protection de notre pays et de son peuple. Et cette même MONUSCO s'est mis à tuer, avait violé les filles congolaises. La MONUSCO s'est mis dans le commerce de contrebande, le commerce des diamants, le commerce de tous nos minéraux. Et aujourd'hui, la MONUSCO qui s'est permis de ôter la vie à plus de 35 Congolais, madame, c'est un fait extrêmement grave que tout Congolais ne peut accepter, ne peut tolérer. Par ailleurs, l'élu d'Elodja condamne la MONUSCO qui n'a pas mis ses moyens à contribution. Cette MONUSCO avait tout le moyen, mais ces moyens-là n'ont jamais été mis au profit de notre armée. La MONUSCO avait des drones qui pouvaient cibler, qui pouvaient donner les informations nécessaires à notre armée. Elle n'a jamais fait. Et donc c'est de bonnes guerres. La MONUSCO ne peut dire que des histoires, parce qu'aujourd'hui nous sommes en contradiction par le fait qu'elle est touchée à notre population. Non, notre armée, c'est une armée qui a des insuffisances, mais c'est une armée qui va faire des exploits et qui a toujours fait des exploits. Pour rappel, le gouvernement congolais avait saisi la MONUSCO en date du 28 juillet dernier pour demander l'expulsion de son porte-parole dans un bref délai pour déclaration indélicate et inopportune. Mathias Gilman, qui dans une interview accordée à RFI en juillet dernier, affirme que les FARDC et la MONUSCO ne disposaient pas des moyens pour combattre le M23, des propos qui n'ont pas été digérés par les gouvernements congolais. Pleurs et consternation étaient à lire sur le visage de plusieurs ces vendredis à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'heure des obsèques des victimes des manifestations anti-MONUSCO de la semaine dernière. 10 corps inertes ont été placés au stade de l'unité de Goma en présence de plusieurs personnes activistes des mouvements citoyens, mais aussi des autorités dont le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo, le maire de la ville, ainsi que des membres du conseil provincial de sécurité. Tout au long de la cérémonie, les habitants n'ont pas cessé de chanter et crier, non seulement pour rendre hommage aux martyrs, mais par-dessus tout exiger le départ de la mission onusienne. Le martyr des manifestations anti-MONUSCO, accompagnés de membres de leur famille ainsi que toute la population, ont été tous inhumés au cimetière Makao au nord de la ville de Goma. Les activités socio-économiques ont été paralysées suite à la forte mobilisation pour ces jours des hommages. Les manifestations anti-MONUSCO ont causé au total 36 morts dans le nord et sud Kivu, selon le bilan dressé par les gouvernements congolais. L'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération suisse, ravivée davantage par les cérémonies de présentation des lettres de créance des ambassadeurs de ces 4 pays au chef de l'État ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Luis de Rome avec une thèse en droit international. Reçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Mwamba Tirampemba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé des missions au cabinet du chef de l'État burundais, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kosita Paulo. Il est licencié en informatique de l'université de Greenwich au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques
au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation des lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sarro. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. Une délégation du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO a eu une séance de travail avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazedi. Avec le numéro 1 de la centrale électorale, la délégation est venue présenter un nouvel outil permettant de renforcer la prise en compte des principes du genre et de la diversité. Comme vous le savez, la CENI c'est notre partenaire et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre. Comme vous le savez, le genre est transversal. Ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et il y a eu un nouveau outil qui renforce le genre, comme les élections aussi intègrent le genre. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus au président de la CENI pour qu'il l'intègre, fasse attention dans ses politiques et programmes et qu'il intègre aussi cet outil qui renforce les gens. Très réceptif et clair et net. Et les échanges étaient vraiment très fructueux. Il nous a parlé du temps qui n'est pas avec nous. Il a aimé et cet outil était très important, mais il a manifester la volonté qu'on renforce encore davantage quelques membres de la CENI pour qu'il y ait une bonne compréhension de l'outil. Les CAFOET s'est assigné entre autres comme mission d'impliquer et de faire participer la gente féminine au processus de paix et de démocratisation. Le CAFCO est une plateforme regroupant les associations des femmes, de la société civile, des partis politiques engagés pour la promotion des droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population. C'est sur demande du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde que le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Chéribon Okiende-Senga, a effectué le jeudi 4 août 2022 une visite dans l'enceinte de l'immeuble ex-Onatra qui a pris feu la nuit du 25 juillet dernier. Accompagné des dirigeants de la SCTP et du secrétaire général au transport, Chéribon Okiende a fait un constat amer. En effet, le ministre a réalisé des visus comment l'incendie a endommagé 6 niveaux de l'immeuble. Un véritable désastre, un désastre très difficile à supporter pour la SCTP, pour l'ensemble du gouvernement et particulièrement pour moi-même en tant que ministre sectoriel qui ai reçu les orientations du président de la République pour tout mettre en œuvre afin de relancer la SCTP qui devrait redevenir le fleuron de notre économie. Donc un coup dur, extrêmement dur. Juste après la visite, le ministre des Transports a présidé une réunion à l'intention de la direction générale de la SCTP élargie au directeur des départements ainsi qu'à la délégation syndicale pour un réconfort et des orientations en cette période difficile. Nous nous sentons trop réconfortés par la visite du ministre. Comme vous savez, nous avons connu un sinistre dramatique dans notre bâtiment administratif où il y a eu des dégâts énormes. Et là, nous avons le soutien de tout un gouvernement. C'est pourquoi nous remercions d'abord le chef de l'État et le gouvernement tout entier, y compris les ministres des Transports qui a la SCTP en tutelle, pour le mot de réconfort et le soutien qui vient de manifester. Chéribon Okiende a promis de faire rapport de sa visite à l'Onatra au Conseil de ministres.
Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé ce jeudi 4 août 2022 la mise en œuvre de présence numérique des agents de l'administration de son portefeuille. Cette innovation à l'ère du numérique était une condition sine qua non pour lutter contre plusieurs antivaleurs déplorées dans ces sous-secteurs, entre autres l'absentéisme ainsi que le phénomène doublon. Dans un élan futuriste, cette action répond également aux exigences de la modernisation de l'administration à travers les nouvelles technologies, réformes initiées grâce à la volonté du chef de l'État de viabiliser l'administration publique autrefois dans la précarité. Prenant la parole, le professeur Tony Mwabakazadi a remercié les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette réforme. Cet outil, je l'espère, devra vous permettre de renforcer également vos autorités sur ces agents et surtout le leadership de tout un chacun. En particulier, la direction des ressources humaines est appelée aussi désormais à nous fournir des statistiques de présence, des effectifs fiables pouvant nous permettre d'améliorer aussi notre rendement professionnel. J'ose croire donc que la mise en œuvre de ces logiciels va aider les ministères à éradiquer l'absentéisme et les autres formes d'antivaleurs. Nous avons donc besoin d'une gouvernance qui va dans le sens du renforcement de la gestion et de l'administration scolaire. Ceci nous permettra de réussir la pérennisation et la consolidation de la gratuité et même de relever la qualité de l'enseignement. Que ce soit dans la gestion directe ou indirecte, nous avons besoin de cette gouvernance forte et aussi d'une administration forte. Après le lancement officiel, Madame le secrétaire général a reçu symboliquement des mains du ministre sa carte biométrique et celle de son équipe avant de les remettre à son tour aux agents et cadres de l'administration. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, le service de l'environnement, de la SNPR, des transports et voies de communication, de la 2GDIA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bunia sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Leurs portes ont été cadenassées par une équipe de l'auditorat supérieur militaire ce jeudi 4 août. En présence de membres de la FEC et les transporteurs. Celles, la 2GRPI, l'ANR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de Lengabou, Mouzipela et Délé, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GRPI. Le président intérimaire de la FEC en Ituri, Daniel Mugisa, salue cette action. Si nous sommes y arrivés avec des militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plaidoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même vous avez constaté, on a surpris dans d'autres services qu'il y a plus de 100 000 francs congolais dans le petit matin. À travers le scellage de ces services, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie, ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri. Le mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle a désormais un site internet officiel. Le lancement de cet outil d'information est intervenu ce vendredi 5 août 2022 à Kinshasa. C'est le président national de ce parti politique de l'opposition, le député honoraire Franck Diongo, qui a procédé au lancement de cet outil important en prévision de la campagne électorale. C'était devant les cadres et militants de son parti politique. Voilà, merci. Pour Franck Diongo, ce site officiel vient répondre aux déficits communicationnels et surtout pour briser les barrières entre les dirigeants et les membres de ce parti. Le MLP
c'est un grand mouvement qui a beaucoup de membres, beaucoup de sympathisants. Vous allez vous rappeler que parfois quand vous circulez, Président Franck, Monsieur le Secrétaire Général, depuis qu'on a adhéré au parti, on ne nous appelle pas. C'est-à-dire, on a des difficultés d'appeler tout le monde qui a adhéré au parti. Et là, le problème de la gestion des membres se pose. Comment concevoir un mécanisme, un système qui permettra à ce que l'information arrive auprès de n'importe qui adhère au parti? Premier élément. Deuxième élément, la gestion même du parti. Vous allez vous rappeler que notre mouvement a été bombardé le 19 septembre 2016. Les fiches d'adhésion ont été incendiées. Il y a eu même des morts. L'ordinateur réduit en cendres. Et là, on ne savait plus comment recontacter le membre. Il faut concevoir un mécanisme lorsqu'il y a un incident, mais qu'on ne perde plus tout ce qu'il y a comme base de données. En croire Franck Diongo, ce site comprend plusieurs innovations technologiques susceptibles de répondre à tous les besoins. Connaître les fonctionnements du parti, avoir de contacts avec les autorités du parti, mettre en place une boutique pour la vente des insignes de leur parti politique. Le site comprend 8 rubriques. Ici est de noter que le site internet officiel du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste est le résultat de plus de 17 mois d'études. Il est accessible à plus de 10 langues et peut se faire avec un smartphone. L'Association de médias en ligne en République démocratique du Congo, en collaboration avec Internews, ont lancé ce vendredi 5 août la campagne autour du thème « Face aux fake news et à la désinformation » ayant le réflexe du fact-checking. Une campagne tenue à la suite du danger que présentent les fake news dans la société, touchant ainsi la personnalité humaine, la santé, soit désorienter les publics. Comme on l'a dit, les objectifs, c'est justement lutter contre la manipulation des opinions via la diffusion des fake news. Donc on va diffuser des podcasts, on va diffuser des vidéos, des affiches pour essayer de faire un peu de la pédagogie par rapport à la vérification de l'information, par rapport au type de fake news, comment les dénicher. Voilà à peu près ce que nous poursuivons à travers cette campagne. Cette première session a connu la participation de plusieurs intervenants. Le président du CESAC, Tito Ndombi, a insisté sur l'apport du journaliste dans la lutte contre la manipulation de l'information en ligne. Ainsi lancée, cette campagne va s'étendre jusqu'au 5 septembre 2022, soit un mois. Ainsi s'achève cette édition. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.